Bonjour professeur Pinget. Bonjour. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le professeur Pinget qui est venu sur la région parisienne parce qu'il est plutôt basé à Strasbourg. Il est le créateur du C2ED, c'est-à-dire le Centre européen d'études du diabète. Et il est aussi professeur de la faculté de médecine et il est, comme vous l'avez compris, diabétologue. Tout à fait. C'est un engagement de toute une vie professionnelle autour du diabète, je dirais depuis les années 80. Donc c'est quand même une belle expérience de cette maladie. Donc vous avez un bon recul. Et alors justement, là aujourd'hui, vous intervenez dans une conférence sur l'incidence du diabète dans les maladies cardiovasculaires. Pourquoi ? Parce qu'on connaissait le tabac, mais le diabète c'est aussi un des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors on connaît effectivement le tabac. Le tabac, l'avantage, est un facteur de risque unique. C'est-à-dire qu'il suffit d'arrêter de fumer, entre guillemets, pour éliminer le facteur de risque. Le diabète est quelque chose de beaucoup plus complexe, et dans la mesure où il est toujours associé à de l'hypertension, il est toujours associé à du cholestérol, il est toujours associé à un âge qui avance, et que sa prise en charge nécessite énormément d'actions, et pas une seule. Ça veut dire manger différemment, ça veut dire bouger plus, ça veut dire effectivement ne plus fumer, ça veut dire aussi agir sur le cholestérol, agir sur la tension, agir sur la glycémie. Donc c'est effectivement probablement le grand facteur de risque cardiovasculaire, ça c'est clair, on le sait aujourd'hui, parce qu'on le regroupe d'autres dans son même package, mais c'est aussi le plus difficile à soigner, surtout que les gens qui arrivent avec ce diagnostic, arrivent avec cette pathologie, ont souvent mal mangé, ont souvent été sédentaires, ont souvent construit leur vie autour d'un comportement qui n'est pas forcément le comportement vertueux qu'attend la santé. Là, on parle plutôt là du diabète de type 2 par rapport au diabète de type 1. Oui, on parle du diabète de type 2, c'est la préoccupation aujourd'hui de notre système de santé. Le diabète de type 1, on sait le gérer très bien avec des injections d'insuline, des pompes à insuline. Ça marche bien, il n'y a pas de facteur de risque majeur. C'est pas l'enjeu. Enfin, l'enjeu, oui, bien sûr, c'est la qualité de vie, mais c'est pas l'enjeu. Il faut savoir que le diabète de type 1 en France, c'est 300 000 personnes. Le type 2, c'est 4 millions. Donc, on n'est pas du tout dans la même échelle. Le type 2, c'est, en France, 19 milliards de dollars de dépenses de santé. Beaucoup plus que le type 1. Donc, c'est vraiment le type 2 qui est notre problématique. Et c'est le type 2 qui évolue actuellement en France comme dans le monde d'une manière extraordinairement préoccupante. Alors justement, vous nous dites, contrairement à Hippocrate qui disait que l'assiette c'était le premier médicament, vous nous dites que l'assiette c'est le premier poison en fait. Non, je pense que l'assiette c'est aussi le premier outil de prévention. On va dire ça aujourd'hui comme ça, mais c'est aussi bien sûr le premier poison avec aussi l'inactivité physique. Il faut savoir que l'être humain que nous sommes est conçu pour résister à la famine et être capable de développer de l'activité physique même s'il ne mange pas. Et ça, c'était le réflexe de survie génétique de toute l'espèce humaine depuis des millions d'années. Et aujourd'hui, très clairement, on est à l'inverse. Aujourd'hui, on a ce système génétique qui nous permet de stocker, d'épargner, d'économiser l'énergie pour pouvoir en profiter le mieux possible. Mais on en a trop qui arrivent. Et puis on a un système qui nous permet de faire beaucoup d'exercices, on n'en fait pas. Et donc cette discordance entre un environnement qui a explosé et la génétique de l'être humain, eh bien c'est ça, il faut bien conscience que le diabète est une maladie chronique. La maladie chronique est toujours génétique au départ. Ça veut dire qu'on a les gènes, on n'a pas les gènes. Et ces gènes, c'est pas des gènes de hasard, c'est vraiment des gènes que l'espèce humaine s'est construite. Et on voit que plus la population a souffert dans les années précédentes, plus il y aura de diabète. On voit par exemple qu'en France, il y en a beaucoup plus dans le Grand Nord-Est que dans le Sud-Ouest. Parce qu'il y a eu plus de conflits, plus de guerres, plus de souffrances qui ont réactivé ces gènes de survie qui sont les mêmes gènes du diabète. Donc on est vraiment, vu l'explosion entre le mode de vie et la génétique, on dit une pandémie, ça veut dire que c'est une épidémie au niveau mondial. Et pour donner un chiffre, en 90, on était à peu près à 100 millions de diabétiques sur la Terre. Aujourd'hui, on est à 466 millions et on sera à 800 millions en 2040. Donc c'est une vraie explosion au niveau de la France aussi. On est passé au XXe siècle de à peu près 800 000 à 1 million à aujourd'hui 4 millions. Donc c'est vraiment une explosion, mais une explosion qui traduit notre mode de vie qui évolue trop vite
comportementalement, environnementalement. Il y a aussi des impacts importants de ce que l'on mange. Et pas seulement quantitativement, mais qualitativement. Quand on mange des produits qui ont été traités, des animaux traités aux antibiotiques, quand on mange des produits préparés où il y a beaucoup de sel rajouté, beaucoup de sucre rajouté, quand on mange des produits qui n'ont pas de saison, tout ça, notre organisme ne sait pas le gérer. Et ce côté qualitatif de manger le bon aliment de saison au bon endroit, etc., est un élément tout aussi important que la quantité que l'on va manger. Et notamment chez l'enfant. Et chez l'enfant, ce qui est très nocif aujourd'hui, c'est le fast-food, le fait de manger vite. L'adolescent qui mange très vite un kebab ou qui mange très vite un McDo, c'est pas le contenu du McDo, du kebab qui est en cause. C'est la manière rapide dont il mange debout, voilà. Et ça, il y a vraiment une culture d'une forme d'alimentation qui a beaucoup évolué. Oui, et on nous dit l'ennemi c'est le cholestérol, mais vous nous dites l'ennemi c'est le sucre, parce que parfois le sucre coûtait cher et on n'en mangeait pas beaucoup. Voilà, le sucre était une valeur très signe de richesse à l'époque, et donc quelque part c'était très privilégié. Je ne dis pas que l'ennemi n'est pas le cholestérol, l'ennemi ce sont les deux. Le cholestérol et le sucre sont vraiment les deux grands ennemis. Je dirais que le cholestérol est vraiment le facteur de risque cardiovasculaire, et que le sucre devient de plus en plus destructeur, délétère, au fur et à mesure que le diabète se développe. Le sucre ne va pas forcément donner le diabète, ça c'est démontré. C'est plus l'alimentation grasse, salée, qui va favoriser l'apparition du diabète, notamment par la prise de poids. Mais à partir du moment où le diabète est là, le sucre devient l'énorme poison qui va détruire nos cellules à une vitesse prodigieuse. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas manger de sucre. Les fruits contiennent du sucre, du fructose. Donc ne pas manger de fruits serait une erreur. En manger trop aussi. Mais il faut faire très attention à tout ce que sont les sucres cachés. Les sucres cachés dans des aliments dits sans sucre. Et en France, le mot sucre veut dire glucide, donc sucre dans sa globalité, mais saccharose. Donc le sucre, du sucre en morceaux. Alors, quand on vous dit qu'un aliment est sans sucre, ça veut dire qu'il est sans saccharose en général. Il peut avoir autant de sucre qu'un autre aliment et même plus. Donc là, il faut être très attentif à savoir, entre guillemets, faire sa propre sélection, lire ses étiquettes. Et puis je pense aussi qu'il faut être très attentif sur le plan alimentaire, à manger des choses qui viennent directement de la ferme, qui viennent directement de proximité, et abandonner les packages enveloppés. Par exemple, l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande. Pourquoi manger un agneau qui vient de Nouvelle-Zélande ? On ne sait rien de son alimentation, alors que l'agneau qui vient des plateaux du Massif central, on sait comment il est alimenté. Voilà, je veux dire, il y a toute une histoire, avec une notion qui est aussi une notion délicate, c'est que manger bien, manger des choses de qualité, ça coûte plus cher que manger mal. Et notre génération aujourd'hui n'est pas enclinte à dépenser de l'argent pour mieux manger. Et ça, c'est un vrai défi. Donc il faut arriver à concilier cette bonne alimentation avec un prix qui soit compatible avec celui de la mauvaise alimentation. Mais on peut le faire. On peut le faire. Donc tous les sucres sont dangereux, potentiellement dangereux en fonction de la quantité. Voilà, c'est une question de quantité, c'est une question un petit peu de qualité, mais c'est moins important, c'est vraiment la quantité qui est importante. Et surtout, je crois que c'est important de savoir, par exemple, que si vous mangez du pain blanc, c'est comme si vous mangiez du sucre en morceaux. Alors que si vous mangez du pain aux céréales, ça n'a rien à voir. C'est du sucre dans les deux cas, mais c'est pas du tout le même sucre. Donc savoir sélectionner les bons sucres et savoir surtout se priver, éviter ce qu'on appelle les sucres raffinés. Le sucre raffiné, c'est le sucre en morceaux, c'est les sucres qu'on rajoute à l'alimentation. Ça, c'est sucre raffiné, c'est extrêmement mauvais. Le riz et les pâtes, par exemple, sont de plus en plus raffinés aujourd'hui. Et donc ça devient des sucres de mauvaise qualité, alors qu'un riz complet, alors que des pâtes non raffinées, on en trouve en supermarché, ont une qualité complètement différente. Message qualité plus que message quantité. Et alors qu'en est-il du lactose ?
Est-ce qu'il y a une grande histoire sur le lactose? Il faut en prendre, on peut en prendre, on ne doit pas en prendre, on n'a plus les enzymes pour le digérer Oh non, non, nous encore les Occidentaux, on a encore les enzymes pour le digérer. Hein. C'est les Asiatiques, c'est un peu différent. Nous, on a les enzymes. Alors c'est vrai que comme les enfants sont de moins en moins allaités, la notion de développement des intolérances au lactose est plus forte. Mais je pense que non, on peut encore continuer à prendre du lactose. Il faut continuer à prendre des produits laitiers. C'est très important. Les produits laitiers contiennent du lactose. Je vous rappelle quand même que, notamment la femme, en vieillissant, sa première cause de mortalité avec le cancer du sein, ce sont les fractures par ostéoporose. Et le produit laitier, c'est quand même un produit qui va aider, si on en prend toute sa vie, à avoir un os de meilleure qualité. Donc non, il n'y a pas d'interdiction. En fait, rien n'est vraiment très mauvais. Tout est une question de quantité, qualité et association. Je vais prendre un exemple très simple. Le chocolat n'est pas forcément un aliment si mauvais que ça, même s'il contient 40% de sucre, parce qu'ils sont associés à 40% de graisse et que le tout fait que c'est mieux assimilé que si on prenait séparément le cacao et le sucre. De même que si vous prenez un repas équilibré dans lequel vous avez une viande, une protéine, des légumes, un produit laitier, fruits, etc. Ça passe très bien. Alors que si vous faites du grignotage l'après-midi avec les mêmes produits, ça passe pas bien. Donc c'est vraiment cette notion que l'homme est fait pour manger 3 repas mixtes, 3 repas équilibrés, et puis entre-temps, ne pas grignoter. Même les enfants, on les fait manger des collations le matin et l'après-midi, c'est une erreur. On est les seuls en France à le faire encore. On est vraiment basé sur une alimentation équilibrée, sur une alimentation globale. L'homme est un omnivore, contrairement à ce que disent les véganes. L'homme est un omnivore, donc il doit manger de tout. Et il est un omnivore qui mange en fractionné, donc il doit manger 3 repas par jour. Alors 4 éventuellement, si vraiment il y a un mode de vie, des horaires de vie ou des charges de vie, mais pas plus. Et alors on peut donc manger du chocolat à condition qu'on se bouge un peu. Exactement. Alors la grande solution pour l'avenir, c'est le bouger. C'est le bouger, et le bouger, ça veut dire 2 choses. Le bouger, ça veut dire à la fois faire marcher son cœur plus vite, donc à faire de l'exercice physique, mais c'est aussi, et peut-être encore plus, et ça on est en train de le découvrir, faire travailler le muscle. Parce que le muscle, quand il travaille, va envoyer des hormones. Le muscle est une glande endocrine, contrairement à ce qu'on a cru, c'est pas qu'un organe contractile, c'est une glande endocrine. Et chaque fois que vous contractez un muscle, vous envoyez des hormones qui vont avoir un effet très bénéfique sur votre pancréas, sur la fabrication d'insuline, et donc préventif, ou en tout cas améliorant le diabète. Donc l'activité physique, ce qu'on appelle nous l'activité physique adaptée, c'est-à-dire, c'est pas le sport, hein. Le sport c'est bien, mais on n'est pas obligé de faire du sport. Moi je le dis toujours, il y a 2 très bons exercices qui sont formidables parce qu'ils font à la fois bouger tous les muscles et en même temps se déplacer. C'est le jardinage, c'est à portée de tout le monde, et c'est passer l'aspirateur, c'est à portée de tout le monde. C'est rien, mais je vous assure que passer l'aspirateur 1 heure, c'est un vrai exercice physique complet. Voilà. Après, on peut faire de la salle de musculation, après on peut faire des choses, mais ce qui est important, c'est de ne pas privilégier une seule activité physique. Marcher sur un tapis, aller faire du jogging, c'est pas une bonne option. Avoir une activité où on va faire travailler et le bas du corps dans les muscles d'endurance et le haut du corps, les muscles de résistance, le rameur, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on va utiliser tous les muscles et chaque muscle est différent. Et chaque muscle envoie des messages différents, à la fois au cœur, aux artères, au pancréas, au foie, aux cellules graisseuses. Et ces messages, plus on mobilise de muscles, plus on a de richesse de messages qui peuvent permettre d'améliorer l'état de santé de manière fondamentale. Et nous aura un cœur en bonne santé, donc. Avoir un cœur en bonne santé, bien entendu, parce que le final du diabète, c'est pas le diabète, hein, c'est pas l'excès de sucre. Le diabète, c'est la maladie cardiovasculaire, c'est la complication, c'est l'infarctus du myocarde, c'est l'artère des membres inférieurs avec l'amputation, c'est l'AVC. On sait que c'est des facteurs qui sont de risque multipliés par 7, 8, 10 le diabétique. Donc c'est ça qu'on veut éviter. C'est pas forcément d'avoir une glycémie normale, on s'en fiche un peu. C'est pas ça. Ce qui est vraiment important, c'est d'empêcher derrière que des complications n'apparaissent, à la fois en agissant sur le comportement individuel,
mais c'est pas facile, c'est le plus dur. En agissant sur un certain nombre de paramètres médicaux, je pense au cholestérol qui doit être plus bas chez le diabétique que chez le non-diabétique. Je pense à la tension qui doit être plus basse chez le diabétique que chez le non-diabétique. Je pense au tabac qui doit être encore plus sevré chez le diabétique que chez le non-diabétique. C'est vers cela qu'il faut aller. Alors, en sachant que le diabète est souvent vécu comme une souffrance, comme un facteur de désascension sociale, et qu'en plus on va demander des efforts importants à des gens qui ne sont déjà pas forcément bien dans leur peau, dans leur environnement professionnel et familial. Donc c'est difficile. C'est difficile, mais c'est fondamental que le corps médical, que les professionnels de santé, et pas seulement les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les diététiciens, les éducateurs médico-sportifs, soient là pour accompagner les sujets qui ont le diabète. Pas les soigner parce qu'on ne va pas les guérir, mais les accompagner. Accompagner, ça veut dire permettre à ces personnes d'avoir cette maladie chronique, mais de ne pas en payer les conséquences en termes de complications et ne pas en payer les conséquences au terme de qualité de vie au quotidien. Et c'est ça nos deux objectifs. C'est vraiment ne pas payer le prix de quelque chose qu'on a un petit peu provoqué, mais qu'on n'a pas complètement mérité, puisque c'est quand même beaucoup dans nos gènes que tout s'inscrit. Eh bien, merci, monsieur le professeur Pinget. Je vais aller faire du jardinage et j'aurai droit à 2 carrés de chocolat. Absolument, vous avez tout compris, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.